Bonsoir. Merci à Colette. Je voudrais d'abord remercier Colette parce qu'elle m'a invitée plusieurs fois cette année et je lui ai fait faux bon à chaque fois parce que mon livre n'était pas sorti. C'était un livre de poésie qui n'est toujours pas sorti et entre-temps le livre de nouvelles est sorti. Voilà, j'explique en gros et donc voilà, je viens présenter le deuxième tome d'une trilogie. Une chaise musicale, restez là. Je suis une chaise musicale. Qui s'appelle donc le deuxième tome d'un recueil, d'une trilogie. Donc, voilà, je vous amène aussi le premier tome dont j'avais parlé l'année dernière pour ceux qui étaient là, qui s'appelait Révolte d'une femme libre, qui était un recueil de nouvelles, essentiellement des histoires amoureuses, où j'avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'ai toujours beaucoup à dire sur ce sujet, mais ce recueil-là, qui vient de sortir La Dérive bleutée, parle de sujets contemporains, on va dire. J'avais défini le premier comme des nouvelles de jeunesse et celui-ci comme des nouvelles un peu surréalistes. Donc je parle de nouvelles du siècle, c'est-à-dire je parle du monde du travail, j'ai une petite fable aussi, ça m'a fait penser à Edith. Peut-être qu'on aura le temps d'en lire un petit extrait. C'est une sorte de conte de sagesse, on va dire. Voilà, j'avais eu envie d'écrire ce genre de choses. Peut-être que ça correspond à une certaine maturité temporaire, on va dire. Donc, La Dérive bleutée, publiée aux éditions L'Échappée belle, elle comprend 7 nouvelles. Je vous dis les noms des nouvelles. La première s'appelle La lectrice, la deuxième L'amour à la feuille, Sur la pointe du cœur, Révélation, Le travail, une ironie du sort, Mobilisation, Le premier instant et Le vrai du faux. Donc, je pense que je vais vous lire un petit extrait de L'amour à la feuille. Je voulais juste vous dire que Le premier instant, c'est une nouvelle que j'ai écrite il y a quelques années. L'idée était j'avais envie en fait de retranscrire quelle a pu être la première émotion de l'homme des cavernes quand il a découvert, quand il l'écrivait sur une grotte. Ça pouvait, enfin c'était le début de l'art, quoi. Ça pouvait représenter une première manière de laisser une trace. Donc j'ai déliré un petit peu sur ce premier homme qui ne savait ni lire, ni écrire, ni parler, qui a commencé à trouver un bout de bois par terre et qui a commencé à faire un signe. Et au fur et à mesure, il est arrivé à retranscrire les mammouths qui étaient autour de lui, sa mère, etc. Donc c'est avec émotion que je parle de cette nouvelle, parce que, en tout cas, moi, quand je l'ai écrite, j'étais dans cette émotion et je voulais retranscrire justement cette première émotion, si une première émotion il y a eu. Donc, je voulais juste le signaler. Alors là, je vais vous lire, je ne sais pas si je lirai tout, la deuxième nouvelle qui s'appelle L'amour à la feuille, qui décrit mon amour pour l'écriture. J'ai mis en exergue une citation de Christian Bobin. Je trouve mes lectures dans la lumière du ciel. C'est le livre le plus profond qui soit, et ce n'est pas moi qui en tourne les pages. Une feuille rose, rouge, pâle. Une liasse dense, unique, une opale désignée comme l'ultime. Un bloc qui me fit office de dessus, de dessous, épousant multiples formes par ses tons dérivés. Je me suis un jour accolée, y adhérant telles les feuilles dédiées d'un herbier. Enrôlée par plaisir, puis par nécessité, je m'y suis déroulée, puis laissée imbriquer, caressée, compressée, agitée jusqu'à épuisement total. Ce fut mon plus grand amour, le miroir respectueux de mes états d'âme, un époux parfait. Il se plia à mes besoins impérieux comme à mes désirs colorés, se laissant griffonner à souhait, chiffonner, jeter, déplier, voire même déchirer sans nul désir de vengeance, lorsque, sujet à mes exigences d'en extraire le meilleur de moi-même, je le maltraitais sauvagement pour finalement retourner à la case départ. Ainsi, je recollais amoureusement morceau par morceau le pulse avili qui renaîtrait de mes cendres. Il était malléable à souhait. Je parle du bloc. Je pouvais ne lui jeter qu'un regard, le fixer, l'effleurer de mes doigts, l'étouffer de mon écriture, le malmener dans ma détermination. Il ne s'emportait pas, attendant, confiant ma prochaine attention. Il se renouvelait sans cesse, gavé des mots qui, bien que l'interloquant parfois, lui permettaient d'assurer sa fonction première, la fidélité. Je lui faisais l'amour, la guerre, la morale.
Je lui collais mon cœur en guise de page de garde, le remplissais de louanges pour sa patience et son autorité. C'était ma drogue, mon réconfort, mon réceptacle, mon oracle. Entre nous, s'était installée une relation passionnelle, dépendante, réciproque, respectueuse. J'étais son imprimeur, il était mon coach, j'étais son manager, il se pliait à mes volontés, je m'adonnais aux siennes. Il arriva qu'il protesta lorsque je l'ignorais. Il prenait alors ces grands airs suppliants du dimanche, que je calmais en l'occupant avec des dessins d'enfants qui lui accordaient une nouvelle jeunesse, l'espoir. Quand il prenait ces airs désuets, je le réconfortais, l'accordant de mon classicisme intérieur, usant de ma plus belle calligraphie pour lui offrir une nouvelle lumière, repassant un à un d'anciens caractères ou les effaçant afin de mieux les repenser et les réinscrire, plus sûrs et enfin sereins. Il ne manquait pas de me rappeler à l'ordre lorsque j'exerçais sur lui une trop forte pression qui le martyrisait jusqu'à le trouer, asséner de violents coups dans son cœur de papier. Parfois, au contraire, il me reprochait une trop grande absence qui allait jusqu'à l'ignorer des jours entiers et le délaisser en page blanche, sans marque aucune de mon égard. Il aimait ma lueur du soir, découvrant ses ombres sensuelles, révérait mon soleil du jour, l'égayant des contrastes ambiants. Il avait son caractère et des humeurs changeantes, préférait sans nul doute le noir au blanc, l'arrondi aux obliques, le Mont Blanc au crayon. Il faisait quelquefois couler mon encre jusqu'à en perdre sa texture, mouillée et délavée par mes larmes. D'autres fois encore, il effaçait ma mémoire inscrite au crayon fin, aux signes indigents et trop peu apparents pour être sauvegardés. Il était mon guide, et lorsque l'inspiration coulait à flot et qu'il en était submergé, il n'hésitait pas à prêter le relais à ses semblables, les feuilles volantes, sans nulle prétention, jalousie ni arrière-pensée. Il ne m'abandonna jamais. Même après de nombreuses années, jauni par le temps, il m'accueillit, dans la sincérité du souvenir et des moments partagés qui en font mon éternelle reconnaissance. De toute ma vie de plume, ce fut indéniablement mon meilleur amant. FAX au pluriel. On m'avait offert un livre qui les mettait en scène avec des photos absolument magnifiques. C'est une espèce qui existe peu, c'est-à-dire il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y en a en France à Reims, dans la forêt de Verzy. Et moi, j'avais été absolument bouleversée par ces arbres, parce que pour moi, surtout à l'époque, ils représentaient vraiment le symbole de l'humain, c'est-à-dire que ce sont des arbres qui n'arrivent pas à monter très haut et qui arrivent à se replanter dans le sol et à ressortir. Ils ressortent leurs racines de la terre un peu plus loin, donc c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et ils sont très tortueux, un peu comme des bonsaïs, mais plus grands. Ils ont des formes absolument magnifiques. Alors selon les saisons, les photos sont magnifiques dans le livre que j'avais reçu. Et donc moi j'ai fait tout pas seulement un poème, mais aussi une nouvelle sur ces faux, que j'ai commencé par un petit poème d'ailleurs, puisque comme je suis aussi poète, j'ai pas pu m'empêcher d'écrire, je voulais un petit bout du poème, d'écrire un petit poème sur le faux. En exergue, j'ai mis une citation de Yakut Shimoni, « La vie de l'homme dépend des arbres. Le faux s'embrase, le faux s'élance, le faux se voile, le faux se fend, le faux s'enlace, le faux s'étend, le faux échappe à tout entendement. Le faux s'épand, combat la crainte, reprend racine et se défend. Le faux se fraie un passage dans le discontinu. Il se cambre mais ne se souvient pas. Il plie mais multiplie ses bras. En signe de révolte, de courage et d'existence, il semble fragile. Pourtant, quelle décence! D'audace, il se relève toujours, refusant le non-retour. Surprenant rebondissement de celui qu'on croyait mourant. On le retrouve des ans après, quand on le croyait défait, encore plus prolifique qu'avant, l'art abolit le relâchement. Et voici donc la nouvelle qui commence. Un sage, maître en ces lieux, tenait en son domaine la beauté du monde. Un jour, un impromptu visiteur vint à se présenter.
Maître, pardonnez-moi de vous déranger, je viens du pays des doutes. Est-il vrai que vous détenez en votre possession la beauté du monde? Oui, cela est vrai. Maître, seriez-vous prêt à me la montrer? Je serais très honorée de la voir de mes propres yeux, de l'admirer, de la toucher. Oui. Qui es-tu, petit homme, pour douter ainsi de mon avoir? La beauté du monde est entre mes mains. Mon affirmation ne te suffit-elle pas? Mais maître, quiconque pourrait prétendre à cela? Je viens d'un pays lointain, j'ai fait un long voyage pour apercevoir cette perle rare. J'ai cheminé des jours, des années pour arriver jusqu'à vous. Permettez-moi de concrétiser mon attente. Sois visiteur, je concède de te conduire où la source mène. Sur ce, le sage, escorté de sa suite, emmena son hôte dans la forêt des faux. Vois-tu ces êtres à la forme de vie? Ils n'abandonnent jamais. La vie les emporte au-delà de leur capacité. Ils poussent, se tordent, se courbent, reprennent racine inlassablement. Peu leur importe d'arriver haut dans les cieux, leur lutte est celle de la vie par-dessus tout. L'envoyé, fasciné par les formes étranges des arbres majestueux, les fixa un long moment et demanda « Mais maître, est-ce là la beauté du monde? Ces arbres souffrent, ils paraissent si torturés. » Écoute, petit homme, ouvre ta conscience, élargis ta vision de l'univers. Je vais t'expliquer longuement qui sont ces arbres. Ensuite, tu parleras. Alors là, je vais pas la lire toute parce que c'est très long, je fais toute une tirade sur les faux, une sorte d'apologie pour ces arbres. Et donc, cet envoyé n'est toujours pas convaincu parce que, comme c'est un sot, SOT, visiteur, il ne comprend pas bien que la beauté est autour de lui et qu'il suffit juste de regarder. Je reprends un petit peu plus loin. Hébété de cette interminable tirade, le visiteur impressionné balbutia « Faux, pour de vrai? Cela ne te suffit donc pas, étranger, tu es si entêté. » Ce n'est pas ça, mais viens avec moi, décréta le sage avec une autorité qui décontenança le baroudeur. Les deux hommes atteignirent une futaie peuplée de séquoias géants. Le routard leva la tête vers la cime des arbres imposants et fut fulguré par un soleil éclatant. Mais maître, ce n'est que le soleil. Il réchauffe, certes, mais n'est point toujours là. Quand la nuit tombe, où que l'on se trouve, ici ou de l'autre côté du versant, nous ne voyons qu'ombre. Outré de cette arrogance, le souverain lui lança « Tu es comme tous les hommes, perfide, éternel insatisfait. Je te donne une dernière chance. Je t'ai montré les axes du monde, le temple de feu. Je t'accorde une dernière faveur. Je vais te dévoiler la terre des origines. » Après 5 heures, les marcheurs parvinrent à une source d'où un minuscule rue coulait. « Voici le trésor, affirma l'érudit. Mais tais-toi, vulgaire sujet qui méprise le monde. Cette eau qui se déverse et qui te paraît sans intérêt est un flux continu qui aboutit à la rivière. Et sais-tu ce qu'il en advient? Elle se jette dans le fleuve, probablement. Entends-tu, homme blasé? Les faux t'ont démontré que la nature est la plus forte. Le feu qu'à jamais tu seras éclairé et réchauffé. L'eau reflète la source de toute chose. Si tu suis le chemin, celui des origines, si tu admires la source, la vie imperturbable est présente dans chaque élément, tu seras heureux. Émerveille-toi comme au premier instant. Honteux, le voyageur baissa la tête. Quand il la releva, ses yeux étaient tout écarquillés, comme illuminés. « Maintenant, je vais te gratifier d'une dernière chose, poursuivit le sage. » Et là, je ne vous raconte pas la fin.